sur cette table ronde. Nous avons un peu conçu avec Ludivine cette table ronde sur plusieurs thèmes qui concernent donc le tribunal de commerce. Donc, nous allons vous les présenter. Mais tout d'abord, je voulais dire un petit mot, Monsieur Fineschi, quand vous terminez votre mandat. On voulait vous dire que nous avons travaillé main dans la main avec vous durant les années de votre mandat, et c'était très intéressant, très productif. Voilà, donc nous voulons vous remercier infiniment pour le travail qui a été fait. Il met le tribunal de commerce de Nanterre à un très haut niveau, et tous les avocats qui pratiquent ce tribunal sont ravis de votre pratique. Voilà. Et Madame Drévillon, vous allez prendre ce poste. Je ne sais pas si pour le 1er janvier, non, c'est à la date de 2 février. 2 février. Voilà, bienvenue. Nous avons aussi travaillé ensemble. Oui. Nous avons les mêmes objectifs et donc nous continuerons dans la même voie. J'entends bien. Moi aussi, continuer à travailler de la même façon avec vous. Entendu. Je vais laisser Ludivine présenter peut-être les participants à notre table ronde. Merci, M. Batenier. Je suis président Jacques Nissi du tribunal de commerce de Nanterre, Mme Révillon, vice-présidente, Maître Caroline Château, qui est greffière associée au tribunal de commerce de Nanterre, et M. Maisonneuve, donc juge consulaire, et également vice-président de l'association APESA 92, une association qui tient beaucoup au cœur et au sein. Nous souhaitions parler de diverses actualités du tribunal de commerce et en particulier le tribunal de commerce de Nanterre. On va commencer par le greffe, puisqu'on a des confrères qui ont eu cet été des difficultés suite à l'incendie pour communiquer, contacter le tribunal. Vous savez comment faire suite à la fermeture. Et donc, Maître Château va nous expliquer les différentes possibilités pour introduire une instance, communiquer, déposer des conclusions, demander des renvois, etc. Merci pour l'organisation de cette table ronde. Alors, le principe, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez saisir la juridiction commerciale totalement en ligne, donc de manière dématérialisée. Et vous avez, donc, nous allons vous expliquer les outils proposés. La première possibilité, vous pouvez accéder à la juridiction donc via le portail Avocat RPVA-TC. C'est l'outil pour les avocats qui a été ouvert, donc qui est ouvert depuis 2013, conformément donc à l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre avocats et le tribunal de commerce. C'est vraiment l'outil prévu par les textes. Alors, comment y accéder? Vous pouvez y accéder donc par la plateforme Ibaro et vous accédez au service en sélectionnant la juridiction du tribunal de commerce. Alors, quel est le préalable? Le principe, c'est qu'il faudra s'inscrire auprès de la juridiction. Donc, vous sélectionnerez, en l'occurrence pour nous, le tribunal de commerce de Nanterre, et vous demanderez donc l'inscription auprès de notre greffe. Et bien évidemment, nous validons les inscriptions quotidiennement. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Et ensuite, ça vous permettra d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. La première fonctionnalité qui va vous intéresser, c'est l'enrôlement des affaires au fond et référés. Donc, hors procédure collective, toutes les assignations fonds référés, vous pouvez les placer par le RPVA-TC. Vous recevrez une confirmation par mail. Tout cela se fait assez bien. L'autre fonctionnalité qui peut aussi vous rendre service, c'est la demande de renvoi. Voilà. Il faut savoir que le greffe du tribunal de commerce de Nanterre ne prend pas en compte les demandes faites par mail, les demandes de renvoi. La demande doit être faite par le RPVA-TC et vous pouvez suivre l'état de votre demande en ligne. Ça permet, la demande de renvoi est bien intégrée dans notre logiciel et est mentionnée sur le rôle d'audience. Le juge peut ainsi préparer son audience en connaissance de cause. Alors, pour faire... oui, non, ça c'est pour les conclusions. L'autre fonctionnalité, donc on a vu placement, demande de renvoi. L'autre fonctionnalité, évidemment, c'est la transmission des conclusions via le RPVA-TC et le suivi de la transmission aux avocats destinataires. Parce que je rappelle, le RPVA-TC, c'est vraiment une plateforme d'échange, une plateforme de communication entre avocats et le tribunal.
le prérequis pour la transmission des conclusions, c'est qu'il faut au moins un demandeur et un défendeur inscrits au RPV-ATC. Voilà. Donc, l'échange des conclusions, effectivement, il faut que la partie adverse enfin, le représentant, l'avocat, soit inscrit. Alors, je précise ça aussi en cas de demande de renvoi, c'est-à-dire à partir du moment où en demande et en défense, nous ne sommes pas inscrits sur RPV-ATC, on ne peut pas non plus faire de demande de renvoi. C'est vraiment un prérequis bloquant pour toute la procédure. Voilà, il faut vraiment que les avocats s'y mettent tous, ça doit devenir c'est systématique auprès de notre juridiction. Alors, j'ai un confrère, vendredi, j'étais à la mise en état, qui a duré assez longtemps. Et donc, avec un confrère, on parlait un petit peu sur la durée de la mise en état, mais il y avait beaucoup de dossiers, donc c'est normal. Et donc, je demandais à mon confrère pourquoi il était là, et pourquoi, en fait, il n'avait pas accédé via RPV-ATC. Alors, moi-même, j'étais là parce que je n'étais pas encore constituée, donc je me présente, le greffe puisse m'enregistrer dans le RPV-ATC. Mais mon confrère, en fait, n'utilisait jamais RPV-ATC au motif que ça serait compliqué à utiliser. Voilà. Donc, alors, il y a quand même beaucoup d'avocats inscrits, beaucoup d'avocats qui font des demandes de renvoi. Donc, maintenant, ça se fait bien. Vous avez un guide d'utilisation sur le site. Non, on peut vous aider. Non, on accompagne les avocats si besoin. On peut aussi, Infogreffe fait des formations sur l'outil RPV-ATC. Donc, on pourrait tout à fait imaginer monter une petite formation là vraiment très pratique sur le site. C'est tout à fait possible. Bon, moi, pour le pratiquer régulièrement, je trouve ça très simple. Peut-être, effectivement, la difficulté de compréhension, c'est au début, parce que pour pouvoir avoir affaire à ces affaires, il faut déjà être inscrit sur le greffe du tribunal de commerce concerné, langue parlementaire. Mais à chaque fois que vous souhaitez enrôler, vous avez un dossier sur un tribunal de commerce, il faut d'abord toquer à la porte du portail, si je puis dire, demander votre inscription, ça prend entre 24 et 48 heures. Vous recevez une notification qui vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Et ensuite, c'est vraiment très simple. Voilà, je pense qu'effectivement, et maintenant, il faut prendre l'habitude de le faire systématiquement. Alors, deuxième outil qui va vous permettre de faire beaucoup de choses également, c'est le tribunaldigital.fr. C'est juste une petite intervention assez pertinente de Laurent Noreils, qui est avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui nous explique que les confrères mandataires ne sont pas souvent inscrits et ils le regrettent. Eh bien, tout à fait, et nous le regrettons vivement. Nous le regrettons vivement. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'y mettent parce que la juridiction de Lyon, par exemple, qui est à peu près similaire à la nôtre sur tous les plans, que ce soit le nombre d'entreprises au registre du commerce et des sociétés, le nombre d'affaires au judiciaire, on est vraiment une juridiction équivalente, a des taux d'utilisation du RPVA dément parce qu'ils ont aussi des mandataires d'audience qui s'appellent les clairettes et ils ont pris le pli de transmettre tout de manière dématérialisée. Ça n'empêche pas qu'ils viennent à l'audience, mais au moins tout est fait en amont, les demandes de renvoi, les conclusions, ce qui permet vraiment au juge de préparer les audiences. Donc ça va plus vite. Tout est bien prêt, puisque tout s'insère dans les dossiers numériques des juges, sur les portails des juges. Sur les rôles, on sait que la demande de renvoi a été faite. Voilà. Donc je pense que c'est important de s'y mettre. Alors, bon, je ne pensais pas en parler maintenant, mais c'est vrai que même en prévision un petit peu quand même, on a eu des difficultés cet été avec la fermeture du palais de justice de Nanterre. Je ne veux pas dire qu'en Île-de-France, il y a toujours quelque chose, mais il faut qu'on s'organise en prévision des JO pour cet été. Donc, ce n'est pas le 20 juillet que les avocats vont se mettre à digitaliser. Je pense qu'il faut le faire tranquillement dès janvier, prendre le pli. Et oui, les mandataires d'audience, ce serait bien qu'ils s'y mettent. Je pense que ce serait bien pour la nouvelle année. Enfin, ça se fait dans d'autres juridictions et ils sont malgré tout présents à l'audience. Donc, encore une autre question, toujours de Laurent Noreils. Est-ce que l'on peut ne pas venir à l'audience de procédure si on notifie les conclusions par RPVA? Oui. Absolument, c'est un peu l'objet, c'est que tout le monde soit de manière contradictoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas communiquer via RPV-ATC si l'autre partie n'est pas inscrite, puisqu'il faut que ça reste contradictoire. Donc les demandes de conclusion et les demandes de renvoi se font via le RPV-ATC, ce qui nous permet de ne pas nous présenter justement à l'audience. C'est l'intérêt de ce système.
Après, il y a des avocats qui veulent venir aussi. et ils peuvent venir. C'est pas du tout les juges accueillent l'avocat. Le but, c'est pas de ne pas voir les avocats. Hein. Mais il est nécessaire que le demandeur et le défendeur soient inscrits. Tout à fait. S'il n'y en a qu'un qui est inscrit, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Pas d'échange. Deuxième outil, tribunaldigital.fr. Alors, outil, c'est un nouveau site qui a été ouvert donc, par la profession des greffiers des tribunaux de commerce, ouvert depuis 2019. Merci de couper vos micros. La différence, c'est qu'il est accessible à tous, avocats ou non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le tribunal digital? Eh bien, quand même beaucoup de choses pour les avocats et je pense que vous allez être assez intéressés. Ça aurait peut-être pu vous aider, notamment l'été dernier, si vous ne connaissiez pas ce site. Le portail tribunal digital permet le placement. Bon, les assignations fonds référés, aujourd'hui, c'est pas du tout adapté pour les avocats. Les assignations procédures collectives, effectivement, vous pouvez les placer par là, puisque vous ne pouvez pas le faire par RPV-ATC, donc c'est une possibilité. Nous recevons quelques assignations en procédure collective, mais l'avantage vraiment de tribunal digital, c'est la possibilité d'adresser toutes les requêtes au président. Donc, requête afin de désigner un commissaire aux apports, requête afin d'assigner d'heure à heure, requête afin de prorogation d'assemblée générale, donc toutes les requêtes diverses au président, les requêtes en injonction de payer et les demandes d'ouverture d'une procédure collective, donc essentiellement donc les DCP, déclaration de cessation des paiements, demande d'ouverture d'une sauvegarde. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Vous pouvez donc saisir la juridiction commerciale, nous derrière on traite, et vous pouvez évidemment consulter le dossier numérique tout au long de la procédure. Alors je précise que donc on met sous format PDF, je crois uniquement. En revanche, vous pouvez mettre un petit courrier d'accompagnement, c'est ce que je fais moi régulièrement quand je dépose mes demandes d'ouverture de procédure collective, donc une lettre d'accompagnement pour le greffe, pour expliquer un peu le dossier, et communiquer nos coordonnées. Et ça arrive parfois quand le dossier peut être incomplet, que le greffe communique directement par mail la date d'audience, etc. Donc c'est vraiment un super outil de simplification et ça n'empêche pas la communication avec le greffe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout, on n'est pas comme le RPV-ATC, dans un ensemble, il n'y a pas l'échange, il n'y a pas la communication entre avocats qui est organisée. Voilà, c'est vraiment la saisine, la consultation du dossier. Et évidemment, vous recevez derrière, vous êtes notifié, vous recevez la copie des décisions, donc toutes les ordonnances du président, la décision d'ouverture d'une procédure collective, voilà. Ouais, il y a toutes les décisions qui sont. Il n'y a pas de notification. Non. Contrairement au TVA. Exactement. Donc, il faut, faut aller voir. Vous pouvez consulter le dossier numérique, vous avez toutes les convocations à l'audience ou s'il y a des convocations. Et surtout, c'est vrai que ça s'y prête très très bien pour les requêtes au président, les requêtes en injonction de payer. Voilà. En l'occurrence, contradictoires. Voilà, toutes les procédures non contradictoires, c'est vrai que ça s'y prête très bien et c'est vraiment un outil pour vous puisque sur le RPV-ATC, ce sont des procédures que vous ne pouvez pas faire, en l'occurrence en ligne. Quelques chiffres peut-être pour vous montrer. En réalité, ça fait 2 ans donc, que le protocole sur la mise en état a été signé. C'était en décembre il y a 2 ans. Donc, on avait souhaité avoir des statistiques pour voir si ça avait bien fonctionné, si ça avait pu améliorer les relations entre les avocats, le greffe et le tribunal de commerce. Alors, quelques chiffres. Tout d'abord, pour vous montrer que les flux dématérialisés augmentent énormément chaque année. Tout d'abord, au tribunal digital, vous voyez bien que les déclarations de cessation des paiements aujourd'hui, c'est presque 50% des procédures. Voilà, donc presque 50% des procédures maintenant sont adressées via tribunal digital. Les requêtes président, la transmission a énormément augmenté puisqu'on était à 12% en 2022 des requêtes et maintenant on est déjà à 31%, ça ne cesse de monter et c'est vrai qu'on incite à la transmission digitale puisque je vous rappelle à Nanterre, c'est quand même une belle réussite et je tiens à remercier le président et
la vice-présidente, c'est que on a déployé la signature électronique des décisions de justice il y a 2 ans. Nous sommes presque, nous avons été les premiers à le faire. Et aujourd'hui, on signe électroniquement pratiquement 90% des décisions de justice, que ce soit jugement ou ordonnance. Et donc, ça permet d'avoir un process entièrement numérique de la saisine jusqu'au rendu de la décision. Faut savoir que les juges peuvent travailler à distance, donc des requêtes, qu'il neige, qu'il pleuve, que le tribunal soit fermé, JO rendant le RERA peut-être inaccessible. Nous sommes totalement opérationnels. Voilà. Les juges et le greffe peuvent traiter à distance sans souci, avec les moyens modernes, et je pense que c'est important pour vous aussi de le savoir, parce que c'est une réalité. Voilà. Quelques stats RPVA, effectivement. Écoutez, je crois qu'on peut dire quand même que depuis le protocole, voilà, les demandes de renvoi ne cessent de monter. Effectivement, elles sont faites par le RPVA. Voilà, on a bien progressé en 2021, on en avait 293. On est passé à 860, donc c'est prometteur. Évidemment, on peut doubler ou tripler, mais c'est encourageant. Je crois que l'effort doit être porté sur la transmission des conclusions, puisqu'effectivement, la transmission ne se fait pas suffisamment par le RPV-ATC. Voilà, donc je compte sur les mandataires d'audience, effectivement, pour peut-être s'inscrire et pour qu'on puisse améliorer ça, et notamment s'organiser en prévision peut-être des difficultés prochaines. Vous avez un élément à rajouter, Président ? Très bien. Alors, l'évolution est intéressante. C'est que le protocole de 2021, maintenant, il est pas sanctuarisé par le CNB, mais ça avance sur ce sujet. Je vous laisse présenter. Alors, effectivement, le 26 juillet 2023, une lettre d'intention a été signée entre le CNB et le CNG, le Conseil national des greffiers, et Infogreffe, pour favoriser donc la dématérialisation des échanges avec les avocats. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux avocats d'utiliser Tribunal Digital, qui est plus adapté aux nouveaux usages et aux technologies, à travers donc le raccordement prochain à l'outil Ibaro, puisque RPV-ATC est vieillissant voilà, ne permet pas de la même agilité. Donc, l'axe maintenant, c'est tribunaldigital.fr, qui vous permettra de vous connecter effectivement avec vos identifiants avocats, alors qu'aujourd'hui, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais effectivement, la connexion se fait via une identité numérique qui est délivrée, certes gratuitement, mais c'est un autre identifiant encore. Donc, le but, c'est bien de vous faciliter la tâche. Voilà, les deux professions doivent œuvrer et travailler ensemble pour adapter Tribunal Digital à vos besoins, c'est-à-dire essentiellement devenir un outil de communication, d'échange, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Bien, juste peut-être un petit mot. D'abord, de notre côté, je confirme ce que le bâtonnier Michel Guichard a dit au début, c'est que nous avons une excellente collaboration pour la mise au point de ce protocole qui a pris effet le 1er janvier 2022, que nous suivons régulièrement. Enfin, on fait un rendez-vous tous les ans, d'ailleurs. Le rendez-vous devrait avoir lieu là, dans les jours qui viennent. Et on peut dire, comme l'a souligné maître Caroline Château, que en ce qui concerne le RPV-ATC, pour les assignations, on a une belle progression. Il reste maintenant effectivement à faire un effort sur les demandes de renvoi, où on est quand même très en retrait des tribunaux qui marchent le mieux dans ce domaine, et sur les échanges de conclusions. C'est vraiment les deux secteurs qu'il faut améliorer. Alors bien sûr, le nouveau tribunal digital va faciliter un certain nombre de choses. Le problème, c'est qu'il y a des développements informatiques qui sont prévus. Alors je ne sais pas quand c'est prévu. On m'avait parlé l'année dernière de 3 ans. Donc théoriquement, il devrait rester 2 ans, mais je ne suis pas sûr que les 2 ans ne soient pas devenus 3 ans. Enfin, toujours est-il que
un développement est nécessaire et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on aura vraiment un outil qui permettra de passer à la vitesse supérieure. Bien. Est-ce qu'il y a des Il questions? y a des questions? Pas de questions. Passe au sujet suivant. Nous souhaitions donc vous rappeler les dernières attributions nouvelles du tribunal de commerce. La première, c'est sur le suivi des contentieux artisans. En réalité, c'est une loi qui date du 18 novembre 2016, donc c'est sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a prévu que les contentieux entre artisans soient désormais traités par le tribunal de commerce. C'était un peu passé inaperçu, puisqu'en fait, il y a eu une entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2022, qui fait que ça a été un petit peu la panique, parce qu'on s'est un peu oublié fin 2021 qu'il fallait transférer les dossiers en fait, du tribunal judiciaire au tribunal de commerce. Donc on a eu un petit peu peur, mais finalement, en tout cas pendant ça s'est très bien passé. Ça s'est d'autant mieux passé qu'en fait, vous avez très peu de dossiers concernant les artisans. Vous m'avez parlé, je crois, d'une dizaine de dossiers. Moi, j'ai eu un de ces 10 dossiers que j'étais devant le TJ et c'est passé devant le tribunal de commerce. Alors, ça s'est effectivement très bien passé. Il y a eu un petit délai qui était nécessaire puisque nous venions de finir la mise en état devant le tribunal judiciaire. Prêt à plaider, il a fallu repasser devant le tribunal de commerce pour expliquer que nous étions prêts et nous avons ensuite la date de plaidoirie. Donc, on a perdu, on va dire, 3 mois, mais compte tenu du transfert des difficultés d'organisation, on a trouvé que c'était très, très bien suivi, que c'était de manière rapide. Voilà, donc on a fait le constat aussi à cette occasion que les artisans n'allaient pas forcément devant le tribunal. Oui, absolument. On a Voilà. très peu de, même, bon, c'est pas facile d'identifier les litiges dans lesquels l'une des parties est un artisan, puisqu'ils ont une activité qui peut correspondre aussi bien à une activité de société commerciale. Donc, on a du mal à les identifier. Le code APE ne suffirait pas si on voulait faire un tri. Mais en parlant avec l'ensemble des juges, en pratiquant par sondage pour voir les affaires enrôlées sur quelques audiences, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'artisans, en réalité, qui viennent devant le tribunal de commerce, pas plus qu'ils ne venaient devant le tribunal judiciaire, sans doute d'ailleurs. Oui. On a posé cette question à la CMA, puisque vous savez qu'on a un partenariat avec la CMA donc, des Hauts-de-Seine. Et effectivement, ils ont confirmé que les artisans n'allaient pas devant le tribunal, que ce soit judiciaire ou de commerce, ne portaient pas leur contentieux, en fait, a priori parce qu'ils avaient peur des frais de procédure, des frais d'avocat. Donc, je ne sais pas si, au confrère, vous avez des clients qui sont artisans, peut-être plus dans le cadre du droit du travail ou tout ce qui est numérique. Mais effectivement, il faut peut-être les rassurer sur le fait que aller devant le tribunal, ça ne coûte pas forcément de l'argent. Oui, D'abord, en matière de recouvrement, il y a des injonctions de payer exactement. Voilà. qui coûtent 37 €, je crois, quelque chose comme ça. Et C'est 5 € à peu 35 près. €. Alors, c'est vrai que l'avocat n'intervient pas Non, là, en mais- principe, hein, mais c'est vraiment la Voilà. procédure à recommander aux artisans sur des petits montants. Et elle est sous-utilisée. On a très, très peu d'artisans qui l'utilisent, mais faute de la connaître. Et le rôle, vous, en tant que conseil de ces artisans, alors je conçois parfaitement que vous ayez pas une grosse valeur ajoutée et qu'il est difficile de facturer des honoraires pour un recouvrement de petites créances de quelques centaines ou milliers d'euros, mais votre rôle pourrait être de leur proposer une formation de façon à avoir une équipe en interne capable de traiter les injonctions de payer, de présenter un dossier complet pour avoir toutes les chances que leur requête soit acceptée. Oui. Et après, une fois que les requêtes sont acceptées, le taux d'opposition est assez faible, de l'ordre de 10%, à peine 10%, je crois, chez nous. C'est les prix justement. Le taux d'opposition, il est à 4%. 4% même. Donc, voilà. Donc, Et c'est un bon moyen de recouvrement. Des rejets ou pas? Oui, à peu près 20% de rejet. 20% de rejets, et sur les 80, il y a 4% d'opposition uniquement. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment une procédure. Si les dossiers sont bien montés, vraiment c'est un parti. bon moyen de recouvrement. Et souvent, justement, les rejets, c'est parce que quand on examine le dossier, il nous manque une Il manque une pièce. pièce Oui. justificative. Donc, on ne peut pas. Et je crois que pour les artisans, il y a aussi un phénomène temps. Et justement, vous parliez du CMA. J'en ai souvent parlé aussi avec la présidente du CMA.
les artisans sont pris dans leur court terme, immédiat. Ils courent d'un chantier à l'autre, d'un devis à un autre devis, et ils ont cette casserole qui arrive tout d'un coup. Ils ne savent pas par quel bout la prendre. Alors, si par hasard ils croisent quelqu'un qui leur donne un bon conseil, ils essayent de le mettre en pratique. Et les 3 quarts du temps, ils passent à l'affaire suivante. Alors, en fin d'année, quand le comptable leur dit, mais la facture, machin, ou le devis, machin, etc., ils y reviennent. Ouais. Mais Oui, voilà, ça c'est fait plutôt une question de temps et d'assistance. Absolument. Il y avait donc aussi l'autre procédure qui n'est pas nécessaire, inférieure à 10 000 euros. Donc là Oui, aussi, pour eux, oui, c'est une possibilité. Mais effectivement. là on retrouve le problème du temps. Effectivement, il faut préparer le dossier, la requête. C'est pas évident. On n'a pas d'équipe. Tu sais que les artisans sont petites structures, donc c'est compliqué. Donc, juste vous rappeler, confrère, qu'il existe, dans le cadre de la commission entreprises et territoires qui organise cette table ronde, un partenariat avec le CMA, et nous avons une équipe d'avocats qui interviennent auprès des artisans, avec des permanences qui ont lieu tous les jeudis. Donc, on est une petite vingtaine, et nous organisons des permanences qui sont gratuites, qui se déroulent au sein de la CMA, donc qui est à Nanterre. Et nous avons aussi des formations 2 fois par an, d'une demi-journée, qui sont très intéressantes sur différents sujets, et notamment avec des focus sur le métier vraiment d'artisan, des choses plus particulières pour ces types. Voilà, donc si vous souhaitez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, autre nouvelle attribution pour les tribunaux de commerce, c'est l'entrepreneur individuel. Donc, c'est la loi du 14 février 2022 qui a modifié le statut de l'entrepreneur individuel et qui a donné une nouvelle compétence au tribunal de commerce pour apprécier si le patrimoine professionnel devait relever de les procédures livre 6 ou s'il devait relever de la commission de surendettement. Oui, alors, sans parler. Alors, en fait, effectivement, on part du principe que maintenant, il y a dualité de patrimoine, Ouais. mais à condition que cela ait été prévu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, la règle qui peut s'appliquer, c'est que si on a bien un patrimoine professionnel d'un côté, avec un gage des créanciers sur des créances qui sont nées dans l'activité professionnelle et qui font l'objet de garanties sur le patrimoine professionnel, on peut faire un distinguo entre la procédure collective qui pourrait être ouverte s'agissant du patrimoine professionnel et la saisine de la commission de surendettement concernant le patrimoine personnel. En réalité, c'est... Bon, alors d'abord, globalement, on a eu au tribunal depuis le 14 février 2022 disons une vingtaine de dossiers, donc peu de dossiers. Sur ces dossiers, les cas où on a vraiment pu faire le distinguo sont quand même assez rares, hein, parce que, bon, premièrement, si les créances sont antérieures au 14 février 2022, elles relèvent de l'ancien système, c'est-à-dire que le texte n'est pas opposable aux créanciers. Deuxièmement, si les patrimoines n'ont pas été suffisamment bien distingués ou si les créances professionnelles sont garanties par des biens personnels, à ce moment-là, on ne peut pas non plus faire la division. Et donc, on en reste à la procédure classique. Sur l'ensemble de son patrimoine, on va ouvrir une procédure collective. Alors, vous savez qu'il y a une procédure de rétablissement professionnel qui continue à subsister. Elle concerne des entreprises mono-entreprises, hein, puisque une des conditions, c'est qu'il n'y ait pas de salariés depuis au moins 6 mois et que l'actif réalisable soit inférieur à 15 000 euros. Donc, il s'agit de micro-entreprises. Et là, le rétablissement professionnel est effectivement une bonne solution qui l'emporte effectivement sur ce qu'on vient de voir. Donc, il faut retenir aujourd'hui qu'il y a peu de dossiers, que les cas où on a 2 procédures en parallèle, l'une au titre du livre 6 devant le tribunal de commerce et l'autre au titre du livre 7 devant la commission de surendettement, sont relativement rares et que la coordination que ça représenterait entre les deux est quand même a priori pas facile, hein. Le texte est d'ailleurs
a été rédigé quand même un peu dans l'urgence et mériterait quelques précisions. Alors moi, j'ai compris qu'il y avait 4 situations possibles. Allez-y. Alors, première situation, seules les conditions du livre 6 sont remplies. Donc, dans ce cas-là, c'est la procédure collective classique qui s'applique. Deuxième situation, seules les conditions du Code de la consommation s'appliquent. Dans ce cas-là, on renvoie, si je puis dire, entrepreneur individuel vers la commission de surendettement. Oui, alors sur le patrimoine Sur le personnel, patrimoine c'est ça. personnel. Ça veut dire que le patrimoine professionnel à ce moment-là n'est pas en état de cessation des paiements. C'est ça. Ensuite, troisième solution, hypothèse, si les deux conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a le passif pro et le passif personnel, le tribunal ouvre une procédure collective. Quatrième solution, sauf si les deux patrimoines ont été traités distinctement, il n'y a pas de bien mixte en fait, et dans ce cas-là, il y a deux procédures rédigées en parallèle. C'est pour ça que je disais que ce dernier cas est relativement rare, voilà. Parce qu'il faut donc que les patrimoines aient été bien distingués et qu'il n'y ait pas des sûretés prises sur le patrimoine personnel au titre de créances professionnelles. Voilà, et comme vous le disiez, c'est quand même une règle qui est récente puisque c'est une entrée en vigueur le 15 mai 2022, donc oui. On a aussi des créances qui concernent l'antériorité dans ce cas-là. Voilà, c'est le problème de l'antériorité, effectivement, qui rend donc pesable. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, Alexandre? Donc, je rappelle juste pour les confrères. Non, pas de questions, mais on peut les inciter à poser des questions, notamment par le chat. C'est très pratique. Donc, juste un petit rappel. Avant cette loi, donc, il y avait l'entrepreneur individuel qui avait un seul patrimoine, tout mélangé, tout confondu, personnel, professionnel. Et il y avait l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui, elle, ne concernait que le patrimoine professionnel, mais qui peut avoir autant de EIRL que d'activités, en fait. Un entrepreneur individuel pouvait avoir 10 EIRL s'il avait 10 activités différentes, plus un patrimoine personnel. Aujourd'hui, à partir du 15 mai 2022, il y a deux patrimoines, un patrimoine personnel, un patrimoine professionnel qui englobe toutes les activités distinctes de l'entrepreneur individuel. Le IRL était d'ailleurs une première tentative d'aller dans ce sens. Voilà. La nouvelle loi n'a fait qu'aller plus loin par rapport à cette idée de séparer les patrimoines. Bien. Sur le sujet suivant, s'il n'y a pas de questions. L'autre sujet, donc là, c'est pour l'avenir, parce que là, on parlait un peu du passé, c'est le tribunal des activités économiques. Donc, c'est l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation de programmation du ministère de la Justice qui a proposé cette création de tribunal des activités économiques, et le tribunal de commerce de Nanterre s'est porté volontaire pour cette expérimentation. Tout à fait. Alors effectivement, nous parlons de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, qui est une loi qui englobe toute une série de sujets. Et à l'intérieur de cette loi, il y a en fait 4 articles qui concernent les tribunaux de commerce. Alors le premier, c'est l'article 26, qui définit déjà le périmètre de l'expérimentation. Donc il s'agit de 9 à 12, si vous pouvez revenir en arrière. Voilà, il s'agit de 9 à 12 tribunaux pour une durée d'expérimentation de 4 ans et avec probablement une mise en œuvre seulement en 2025. 2024 va être le temps des décrets qui vont préciser un petit peu le champ de l'expérience et on devrait donc démarrer sur l'expérimentation de 4 ans à partir du 1er janvier 2025. Alors, que prévoit en fait la loi en matière de tribunal des activités économiques? D'abord, une compétence matérielle élargie. Alors, à plusieurs égards. D'abord, ça va concerner les procédures d'alerte, les procédures préventives de conciliation et de mandat ad hoc et les procédures collectives. Donc, le contentieux n'est pas concerné. Donc, c'est le livre 6 pour simplifier. Tous les justiciables, quel que soit leur statut, vont être concernés, à l'exception des professions libérales réglementées, donc je vais y revenir. Et donc, quand on dit quel que soit leur statut, donc on a évidemment les commerçants et les artisans, mais ça c'était déjà le cas, mais s'y ajoutent les agriculteurs, les associations, les SCI, les professions libérales, les mutuelles, enfin toute une série de
de justiciables qui, aujourd'hui, relèvent du tribunal judiciaire. Alors, une exception a été faite pour les professions libérales réglementées, c'est-à-dire avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers de tribunal de commerce et administrateurs et mandataires judiciaires. Voilà, donc profession libérale juridique. Voilà. Et dernier point, en ce qui concerne la compétence matérielle, les baux commerciaux, mais pas les baux ruraux, un peu une bizarrerie, qui sont en lien avec une procédure collective, ne relèvent plus du TJ, mais du tribunal de commerce. Donc, ça va concerner à la fois les sujets de créances locatives. Donc, dans le cadre de l'admission des créances, le juge commissaire peut considérer qu'il y a une contestation sérieuse et en conséquence renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Donc, jusqu'à présent, il le faisait devant le tribunal judiciaire. On comprend que demain, il pourra le faire devant le tribunal de commerce. L'autre cas de figure, c'est le cas de loyer impayé après l'ouverture de la procédure. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a le juge commissaire peut prononcer la résolution du bail et a fortiori constater la résolution si les clauses sont suffisamment claires, et on n'a pas besoin dans ce cas-là de la mise en demeure, contrairement au droit commun. C'est une particularité du livre aussi. Voilà. En revanche, il y a une autre alternative, c'est d'aller devant le juge des référés, et aujourd'hui, donc, on va devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour demander, le juge des référés ne peut pas faire autre chose que de constater la résolution. Il ne peut pas la prononcer. Mais ça peut suffire quand le contrat est suffisamment clair et bien rédigé. Il faut avoir par contre là fait une lettre de mise en demeure et ça peut marcher. Alors demain, cette procédure donc pourrait intervenir devant le juge des référés du tribunal de commerce et non pas devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Voilà. Alors, ceci dit, ce genre de litige, ça va concerner une vingtaine de dossiers par an. Donc, ça n'est pas une extension qui pose problème. Si tous les baux commerciaux avaient été rattachés au tribunal judiciaire, comme c'était d'ailleurs la proposition du Sénat, au tribunal de commerce, pardon, comme c'était la proposition du Sénat, on serait tout à fait sur une autre échelle en nombre de dossiers. Alors, un point important, c'est que la loi prévoit que, en ce qui concerne les agriculteurs, il puisse y avoir des juges assesseurs, donc qui seraient proposés par les chambres d'agriculture départementales, proposés donc à la cour d'appel, la cour d'appel faisant son enquête et transmettant les dossiers à la chancellerie, donc qui désignerait officiellement des juges qui siégeraient chaque fois qu'un agriculteur est en cause. Voilà. Bon, donc, pas forcément beaucoup, ça dépend du volume, mais il serait comme juge assesseur, puisque vous savez que en matière de procédure collective, il y a un régime très particulier pour les agriculteurs, avec un poids très important donné à la conciliation préalable. Règlement amiable. Voilà. Donc ça, c'est pour la compétence. Alors, il y a un autre article dans cette loi, l'article 27, qui prévoit la création d'une contribution pour la justice économique dans la limite de 5% de toutes les demandes qui sont faites, avec un barème progressif, donc qui irait, donc ça pourrait être 5% pour une première tranche, 4% pour la suivante, etc., avec un montant maximal de 100 000 euros. Alors, il y a des exceptions, c'est-à-dire que, en fait, les procédures du livre 6 ne sont pas concernées, bon, ce qui fait sens, et donc le contentieux est seul visé. L'État, les collectivités territoriales, eux, n'auraient pas besoin de contribuer, les personnes physiques non plus, et l'Assemblée nationale a rajouté un critère qui vraiment a totalement écrémé la clause. Personnes morales de moins de 250 salariés ne sont pas tenues, donc il n'y a que celles de plus de 250 salariés. Et donc, ça limite très sérieusement les cas. Alors, cette contribution est donc versée
à l'ouverture de la procédure, et d'ailleurs le greffe ne peut enrôler que si elle est versée. Et son sort, c'est qu'elle est remboursée s'il y a eu une conciliation ou une médiation qui a entraîné extinction de l'instance ou de l'action. Sinon, elle reste acquise. Et par ailleurs, le texte prévoit une amende civile qui peut aller jusqu'à 10 000 € s'il y a eu un comportement dilatoire ou abusif de certaines parties. C'est un point un petit peu différent. Donc ça, c'est l'article 27. Et il y a un troisième article. Alors, je vous ai parlé de 4 articles. Il y en a un quatrième. Donc, je ne parle pas du quatrième parce que c'est un article qui concerne la formation des présidents des tribunaux de commerce. Par contre, cet article 46 qui a été rajouté à l'Assemblée nationale, hein, pas au Sénat, qui prévoit de réactiver la procédure de traitement de sortie de crise, la fameuse PTSC, qui a eu un succès assez mitigé, hein, puisque j'ai regardé au niveau France, il y en a eu 132 qui ont été ouvertes, ce qui n'est pas énorme, on en a eu une petite dizaine à Nanterre. Mais c'est vrai que c'est une procédure qui est intervenue pendant les années Covid, à un moment où elle était peut-être moins indispensable. Il est probable que dans les mois qui viennent, ce soit une procédure qui soit plus utilisée. Et donc, personnellement, j'étais très en faveur qu'elle puisse être réactivée. Et donc, c'est le cas. Donc, à partir du 22 novembre 2023, donc le lendemain de la publication de la loi, pour une durée de 2 ans, cette procédure est réactivée. Voilà, donc le dirigeant peut à nouveau solliciter l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise. Est-ce qu'on peut rappeler, Monsieur le Président, rapidement les critères pour pouvoir demander cette alors on peut procédure le rappeler rapidement. Alors, la procédure de traitement de sortie de crise, c'est une procédure de redressement, hein, donc qui est pour 3 mois. Si on n'est pas allé au bout de 3 mois, on bascule automatiquement dans une procédure classique. Il faut avoir préparé déjà la procédure. Hein. Voilà. Pour moi, ça va très vite. Et c'est une procédure en fait qui permet surtout une restructuration de la dette, hein, puisque l'AGS peut intervenir. Donc, s'il s'agit de faire des restructurations lourdes qui nécessitent une contribution de l'AGS classiquement, ça n'est pas du tout le cas. Alors, les conditions d'ouverture, il faut moins de 20 salariés. Donc, c'est vraiment pour les petites PME, les TPE. Le passif doit être hors fonds propres, hein, doit être inférieur à 3 millions d'euros. Il faut également qu'il y ait des comptes réguliers, sincères et fidèles, donc avec une certification d'expert comptable, un état de cessation des paiements, puisqu'on est en redressement judiciaire, une trésorerie suffisante pour payer les salaires, puisqu'on ne peut pas faire appel à l'AGS, et avoir la capacité d'élaborer un plan de redressement en 3 mois contre les 12 mois que l'on connaît dans la procédure classique de redressement judiciaire. Et donc, on a toujours la condition également que les difficultés proviennent de la crise sanitaire. Ou pas? Non, ça a été c'est pas un critère. C'est pas un critère. On ne vérifie pas ça en réalité. Ce que je viens de dire au niveau des conditions d'ouverture est plus important. Alors, pourquoi elle est simple, cette procédure? Parce qu'il y a un mandataire unique. Donc, on ne paye pas 2 mandataires, un administrateur et un mandataire judiciaire. Ça peut être l'un ou l'autre, mais qui joue le rôle des deux. Hein. Il y a une période d'observation de 3 mois non renouvelable, pas d'AGS, on l'a vu, pas de déclaration de créance, hein, c'est le débiteur qui fait sa liste de créanciers, et pas de résiliation des contrats en cours et pas de revendication. Donc c'est quand même une très très grande simplification par rapport à la procédure qu'on connaît, et on peut se demander si, puisqu'il est question de refondre le livre 6, s'il n'y aurait pas de bonnes idées de simplification à transposer dans les redressements judiciaires classiques. Voilà. Moi, j'ai une question. Dans les 9 et 12 volontaires sur la région parisienne, y a-t-il d'autres tribunaux de commerce? Alors, tous les tribunaux maintenant sont volontaires. Enfin, sauf un, paraît-il, en France. Hein. Il faut savoir qu'au départ, il y avait dans le projet de loi une disposition qui permettait à des magistrats professionnels donc de devenir juge-assesseur, soit à mi-temps, soit pendant un certain temps, avec l'idée de se former finalement aux affaires commerciales.
Et l'argument qui avait été donné par la chancellerie, c'était de dire, dans le pénal, dans le civil classique, un magistrat, dans son plan de carrière, peut passer par une juridiction de première instance. Pas dans le monde commercial. C'est-à-dire que quelqu'un qui se destine à une chambre commerciale de cour d'appel, il n'a pas la possibilité de passer dans une juridiction de première instance. D'où l'idée de la chancellerie de dire, on va permettre à des juges, assesseurs, certes comme assesseurs, de faire une session dans les tribunaux de commerce. Alors, ça a été très mal perçu à la fois par la conférence générale qui a considéré que c'était mettre le doigt dans un échevinage qui classiquement est un sujet qui fâche avec les juges consulaires. Et ça a été très mal vu aussi du côté du syndicat de la magistrature qui a considéré que être un magistrat assesseur de juge du tribunal de commerce, c'était quand même pas acceptable. Donc en fait, il y a eu une espèce d'accord objectif pour demander la neutralisation de ça. Et donc, de ce fait, tous les tribunaux qui suivaient la conférence en disant « moi, je ne veux pas être candidat parce que j'ai peur de l'échevinage », depuis que cette clause a sauté, tout le monde veut être candidat maintenant. Alors, c'est plus une expérimentation, alors. Oui, mais sauf que le texte de loi vous dit que c'est 9 à 12. Donc, le vrai problème, c'est le choix. Donc, est-ce qu'on n'avait pas parlé des tribunaux de commerce spécialisés pendant un moment, d'ailleurs? Comment? Est-ce qu'on n'avait pas parlé des tribunaux de commerce spécialisés? Pas forcément, non. La chancellerie, au départ, était sur l'idée d'avoir une répartition un peu géographique. Alors, c'est vrai que ça peut recouper les tribunaux de commerce spécialisés, mais il y avait l'idée d'avoir quand même quelques moyens tribunaux, quand même. Les tribunaux de commerce spécialisés, ce sont tous des grands tribunaux, en principe. Donc, il y a des lobbies qui se crée en ce moment pour essayer de faire avancer son dossier de TLE. Voilà, donc si vous avez les moyens d'appuyer la candidature de Nanterre, n'hésitez pas. Oui. Question, Alexandre, sur les TAE? Non, pas de question. C'est un sujet nouveau, donc on aura peut-être plus tard. Autre sujet qui a arraché les cheveux de plein de confrères, le guichet unique. Donc bon, là, normalement, l'entrée en vigueur, c'est pour le 1er janvier. Alors, je vous rassure, le guichet unique arrache les cheveux des confrères, donc des avocats de vos confrères, mais je crois de tous les professionnels, experts comptables, malheureusement des chefs d'entreprise et des greffiers, parce qu'il ne faut pas les oublier, les salariés des greffes qui s'arrachent les cheveux quotidiennement. Donc, effectivement, bon, à ce jour, les immatriculations doivent être faites sur le guichet unique, bon, toujours des difficultés quotidiennes. Il faut savoir que nous mettons le double de temps à traiter les dossiers, puisque le site Infogreffe est fait par les techniciens du registre du commerce, puisque les cahiers des charges sont faits par les greffiers eux-mêmes. Donc, effectivement, ça fonctionnait bien. Les modifications et radiations donc, peuvent se faire sur guichet unique et Infogreffe. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, on reçoit majoritairement, les formalités proviennent d'Infogreffe, puisque les professionnels retardent, parce que c'est vrai que c'est assez difficile de travailler sereinement sur le guichet unique. Et alors, depuis le 16 octobre dernier, il n'est plus possible donc, de déposer des formalités déclaratives sous format papier, sauf 2 formalités, mais qu'on a très peu, en tout cas à Nanterre, qui existent très peu, formalités de modification et cessation d'entreprises étrangères, et les associations, certaines associations sont immatriculées au registre du commerce. Donc ça, le fait effectivement de ne plus transmettre sous format papier ne pose plus aucune difficulté, puisque de toute façon, c'est le sens du vent. Les entrepreneurs, les entreprises ne veulent pas transmettre en papier, mais parce qu'Infogreffe est ouvert. Voilà. Donc, à ce jour, nous n'avons pas d'informations officielles. J'ai bon espoir pour que les bonnes décisions soient prises, les décisions raisonnables, pour que tout le monde puisse travailler sereinement, sans faire de l'assistance informatique finalement toute la journée, puisque les avocats, les professionnels de la formalité, les experts comptables passent leur journée à faire de l'assistance informatique, comme nos salariés d'ailleurs des greffes. Voilà, on est là pour faciliter la vie des chefs d'entreprise et surtout que les sociétés publient l'information au registre du commerce, puisque la vocation, c'est quand même l'information au tiers.
Donc, c'est vrai qu'il ne faudrait pas en arriver, et c'est déjà le cas, à ce que les formalités ne soient plus faites. Les comptes, la publicité des comptes a été extrêmement douloureuse cet été, puisque d'abord, on est retourné à une activité comme il y a 20 ans, puisqu'on est retourné à un format papier, parce que faute d'un fonctionnement normal sur le guichet unique, bon, les entreprises ont préféré le papier. Bon, voilà, aujourd'hui, on est donc le 11 décembre, on a encore une équipe pleine pour traiter ces comptes. C'est du jamais vu en 20 ans. Voilà, donc j'espère effectivement que nous aurons une bonne nouvelle prochainement, à savoir maintenir évidemment le site Infogreffe en parallèle du guichet unique, puisque les deux peuvent fonctionner, et ça permet que chacun puisse faire sereinement les formalités, et qu'on répond surtout, faciliter la vie des entreprises. Voilà. Et on a des chances, ou parce que dans vos slides, on voit que c'est fermé au 31 décembre. Aujourd'hui, dans les textes, normalement, le site de formalité sera fermé au 31 décembre. Après, 15 jours. Hein. C'est dans 15 jours, mais vous savez, le gouvernement aime les cadeaux de Noël, donc... Ah bon. Écoutez, on était dans ce timing-là. Hein, on était dans ce timing, nous sommes la profession de toute façon, voilà, et toujours prête, et voilà, donc non, les choses... Ah ben nous, l'outil existe, tout existe, il n'y a pas de souci. Et sans trahir votre pratique professionnelle, vous voyez des insuffisances quelque part dans certaines formalités ou... C'est difficile, c'est normal en fait, c'est normal, le guichet unique n'a qu'un an. Voilà, on a mis 15 ans à le faire, même si aujourd'hui on peut développer beaucoup plus rapidement, c'est normal. Le registre du commerce, c'est technique, il y a énormément de formalités, beaucoup d'événements, c'est pas tout, on ne crée pas une société, une SAS à capital 0 €. Voilà, il y a beaucoup de formalités, beaucoup d'événements, il faut être rapide. Aujourd'hui, les entrepreneurs ne peuvent pas comme ça attendre plusieurs jours, et il y a aussi les organismes sont avertis. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le registre du commerce et des sociétés, ce qui est publié par ailleurs. Donc, il y a encore un trou sur les deux dernières années, quoi, c'est ça? C'est-à-dire que ce qui était avant est bien repris, sur 2 ans, il y aura peut-être encore des trous. C'est pour ça que l'INPI Guichet Unique a proposé donc il y a une procédure maintenant pour rectifier, effectivement corriger le registre national des entreprises quand il voit qu'il y a une erreur, une coquille, quand le chef d'entreprise s'aperçoit qu'il y a une coquille qu'il y a un élément d'information qui ne correspond pas au registre du commerce, voilà, il peut effectivement procéder à la rectification. Bon, tout ça, c'est assez chronophage pour tout le monde. Et j'espère effectivement qu'on maintiendra bien les outils actuels qui fonctionnent. Alors, ils ont mis aussi un numéro, voilà, de secours, on peut les appeler quand on n'arrive pas, on ne s'en sort pas, il y a quelqu'un qui appelle sur l'ordinateur. Oui, c'est notre téléphone. Désolée, monsieur le Blatoni, j'ai accroché. Mais voilà, donc j'ai testé, et c'est vrai que voilà, on nous rappelle assez rapidement. On a quelqu'un en ligne, il y a une vraie présence. On aurait aimé avoir ça tout de suite, mais bon, mieux tard que jamais. C'est-à-dire qu'à la différence de guichet unique, ce sont certainement des professionnels de l'INPI, des salariés de l'INPI, voilà, qui n'ont jamais traité des formalités au registre du commerce. Hein. Donc ici, quand vous contactez un greffe, c'est le personnel du greffe, ce sont les collaboratrices, les assistantes formalités qui traitent les formalités, qui connaissent les dossiers, qui connaissent tous les dossiers, toutes les formalités, et qui peuvent effectivement vous accompagner. Voilà, c'est la différence. Et on attend des questions. Non, pas de questions sur le guichet unique. Alors, tu as des questions après, on va passer au dernier sujet. On nous a présenté par Jacques de Maisonneuve, juge consulaire et vice-président de l'association APESA, qui est une association qui vient en aide aux chefs d'entreprise qui ont des souffrances psychologiques aiguës. Je te laisse expliquer tout ça. Écoutez, je vous remercie, monsieur le bâtonnier, et je vous remercie, maître, de nous associer à cette réunion qui nous permet de reparler ou de parler d'APESA pour ceux qui n'ont pas connu ce sujet déjà. APESA, c'est une association qui va fêter ses 10 ans
vendredi prochain à Saintes, et lieu de sa création par le greffier en chef de Saintes, et ce qui explique pourquoi la cartographie de son développement actuel, qui couvre à peu près 80% des zones des tribunaux de commerce, est liée à la présence d'un tribunal de commerce. La catalyse se faisant entre l'APESA qui se crée et le tribunal via tous les réseaux qui tournent autour du tribunal. APESA 92 a été créé en mai 2021 avec un partenariat important à la fois du département, que je remercie encore de son assistance, puisque ça nous permet d'avoir des revenus pour pouvoir faire face aux demandes, mais aussi des professionnels qui travaillent, le barreau par exemple, le MEDEF, CPME, CMA, Fédération du bâtiment, sans oublier bien entendu le greffe. Et si j'en oublie, je prie d'excuser. Comment fonctionne APESA? APESA, c'est une association loi 1901 qui a des ressources propres et c'est une de nos missions, c'est de trouver auprès des réseaux professionnels et ensuite de pouvoir faire face à une demande. Mais pour faire face à cette demande, nous avons besoin de tout le monde. Nous sommes un peu des urgentistes d'une situation catastrophique. Et cette situation catastrophique concerne principalement des chefs d'entreprise, mais nous l'avons ouvert sur le 92 à la famille. Alors, je ne sais pas si je peux dire l'époux, la concubine, enfin, au couple. Et aux enfants, au cas où le chef d'entreprise aurait commis l'irréparable. Les sentinelles, ce sont des gens qui ont l'envie de découvrir l'approche du processus suicidaire. Il ne faut pas se cacher derrière son doigt. Nous parlons d'une situation grave qui peut arriver à terme à l'irréparable. Et donc, le sentinelle, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre et de découvrir par une formation que nous diffusons. La prochaine aura lieu dans la deuxième quinzaine de janvier. J'espérais avoir la date aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore reçue. Et ce sera de toute façon un lundi, et un lundi sans doute après-midi, de façon à vous permettre, puisque généralement les juridictions le lundi sont moins prenantes, de pouvoir y assister. Et donc la sentinelle reçoit cette formation. Cette formation dure 3 heures, elle est en visio, donc vous pouvez l'écouter de votre bureau, et vous apportera tout un ensemble d'informations ou de découvertes, et peut-être même que vous retrouverez dans les explications qui vous seront données des situations hélas vécues dans votre entourage suite à un suicide, et notamment cette phrase terrible que nous entendons, c'est pourtant il allait mieux, je l'ai vu hier, il allait très bien. Et oui, eh bien, venez apprendre le processus suicidaire et vous découvrirez que justement, quand on est à ce stade-là, pour le chef d'entreprise, il faut le surveiller comme l'huile sur le feu. Alors, une fois que vous aurez fait cette découverte, eh bien, on se situe dans la situation de savoir, puis prescrire. Et prescrire n'est pas donné à tout le monde. Car, comme je vous le disais, nous sommes dans une situation humainement difficile. Vous avez au bout du téléphone ou vous avez connaissance d'une personne qui est en difficulté. Et quelquefois, eh bien, on n'arrive pas à franchir le pas. Et dans ces cas-là, il ne faut pas perdre le fil ni l'occasion de pouvoir porter une assistance à cette personne. Et c'est pour ça que sur APESA 92, vous avez une adresse mail qui est relevée 2 fois par jour. Cette adresse mail est relevée par le président Stéphane Roussillon, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'en excuse, et par moi-même. Et à ce moment-là, vous nous envoyez le nom de la personne, son numéro de téléphone et son adresse mail, et nous ferons le nécessaire pour établir ce qu'on appelle une fiche alerte. La fiche alerte, c'est un formulaire administratif comme tant d'autres, il en faut, que nous allons remplir avec la personne, avec le chef d'entreprise, afin de recueillir son accord, c'est très important. Et ensuite, nous transmettons cette urgence à une structure qui s'appelle RMA. RMA siège 7 jours sur 7, 365 jours par an, et répond, ce sont des psychologues urgentistes, et répond aujourd'hui en 17 minutes à la fiche alerte qu'on leur a adressée. Une fois ce stade passé,
la personne est diagnostiquée, est analysée, et quelquefois, ça s'arrête là, parce que le fait d'avoir posé son sac, vidé ses sacoches, eh bien, suffit à ce que la personne retrouve un peu de soleil. Si ce n'est pas le cas, nous l'adressons et nous lui offrons 5 séances auprès d'un psychologue proche de son domicile. C'est très important, il faut que cette assistance soit facile. Et s'il faut un peu plus, nous pouvons, dans certains cas, faire d'autres prescriptions, rallonger la durée, ça nous est arrivé parfois. Donc, je ne voudrais pas vous capter votre attention trop longtemps, mais vous inciter à, si vous le souhaitez, adresser vos coordonnées à Maître Joigny, qui, le moment venu, lorsqu'elle aura la date et le jour, enfin le mois, pourra nous transmettre toutes vos coordonnées, nous vous inscrirons et vous pourrez accéder à cette formation. Dans votre cas, vous rencontrez des chefs d'entreprise en difficulté. Votre position n'est pas toujours très facile, mais je voudrais aussi vous rappeler le droit civil concernant la personne vulnérable. Parce que si nous traitons l'urgence, il y a derrière cette urgence de nécessité peut-être d'assister. N'oubliez pas l'article 425 du Code civil. Toute personne vulnérable a le droit à une assistance. Et je peux vous dire que dans la juridiction commerciale, nous voyons souvent des chefs d'entreprise en difficulté qui passent par la chambre du conseil, qui arrivent ensuite en sanction, qui sont en dépression et qui n'ont eu aucune réponse. Et ça, c'est un vide juridique qu'il faut, c'est un droit transversal qui n'est pas facile à manipuler, mais c'est un vide juridique qu'il faut avoir présent à l'esprit. D'autant que ça peut avoir une incidence, puisque si la personne est mise sous protection, les actes qu'il a commis peuvent être rescindés ou requalifiés dans les 2 ans qui précèdent son agissement. Alors, ce que je vous souhaite à tous, c'est d'avoir l'envie de nous rejoindre. Nous avons formé à ce jour pratiquement 200 sentinelles. Sur ces 200 sentinelles, il y en a à peu près un tiers d'actifs. Les autres n'arrivent pas à prescrire, c'est pas grave. Ils sont en contact avec nous et si c'était nécessaire, nous serions là pour les assister. Et je vous souhaite un jour de recevoir les mails que nous avons pu recevoir ou les SMS que nous avons pu recevoir. J'en ai 2 dont je me rappelle souvent. Un SMS, merci, je profite encore de mon mari. Et un autre qui était un mail, mes enfants sont heureux, ils sont encore avec leur père. Voilà, notre mission, c'est d'être présent auprès d'eux, auprès de vous, et de pouvoir faire la continuité de cette chaîne humaine qui est importante pour la solidarité des chefs d'entreprise. Merci. Est-ce qu'on a des questions, Alexandre? Non, pas de questions sur la PESA. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder? Parce qu'on a finalement prévu 2 heures, mais en fait, on fait tout ça en 1h30. En 1 heure, même pas. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voudriez poser au président ou vice-présidente ou qui associés? Bon, nous, de toute façon, on a prévu d'organiser des formations. Donc, effectivement, on va voir ce qu'on peut faire, pourquoi pas sur le RPV-ATC, tribunal digital. Oui. Ça peut être effectivement Une formation très pratique. une formation pratique, rapide. On pourrait organiser à l'ordre. Peut-être qu'on a plus de place que on verra. Ça peut être tout à fait en visio, On bien a sûr. une salle en visio, ouais. Et on parlait de cette période des Jeux Olympiques dont on ne sait pas trop qu'est-ce qui survivra, enfin, comme fonctionnement. Pour l'instant, tout ça est un peu indécis, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Mais on ne peut qu'encourager à se préparer avec le RPVA, ça c'est clair. On va voir si on peut maintenir les audiences. Je pense que ce serait bien de pouvoir les maintenir, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'équipe avec tous les moyens techniques qui existent. Et le cas échéant, pour certains types d'audiences, on pourrait envisager de les faire en visio si nécessaire, en cas d'urgence, par exemple. Des audiences je pense par exemple aux audiences de référé ou des soutenances de requêtes président, ça pourrait se faire enfin, pas toute l'audience de référé, mais quelques situations un peu urgentes si on décide d'alléger le planning des audiences. Nous avons une question de Véronique Julien. Bonjour à tous. Nous n'avons pas compris pourquoi les envois de jugement et de convocation a été
être externalisé. Il y a de gros problèmes de réception. Vous pouvez peut-être poser la question à l'oral, Maître Julien. Oui, non, si, je vois très bien, oui, effectivement. Oui. Alors déjà, quand vous avez des difficultés sur des points précis, effectivement, il faut nous les faire remonter. Moi, je n'ai pas eu à ce jour de vraies difficultés sur l'externalisation des envois. Il faut savoir que le greffe externalise ses envois déjà pour le registre du commerce depuis une dizaine d'années. Donc effectivement, on l'a fait pour l'activité judiciaire et heureusement qu'on est organisé comme ça, notamment quand on a eu la fermeture du tribunal, puisque vous n'auriez tout simplement rien reçu, puisque nous n'avions pas le droit d'intégrer le tribunal. La poste ne livrait plus et ne passait plus. Et cet été, je ne sais pas comment ça va se passer non plus. Donc, bon, voilà. Donc, il faut quand même garder ces outils. Après, s'il y a des petits dysfonctionnements d'arrivage, enfin, libellés dans la destination, puisque je crois avoir vu peut-être un ou deux problèmes comme ça, il faut vraiment nous le signaler cas par cas, parce que, et en toute état de cause, vous avez toutes les décisions dans le RPV-ATC, puisque nous mettons les grosses dans RPV-ATC. Vous avez tout, vous avez tout en double ou triple. Vous avez sur Tribunal Digital une copie simple, une grosse, et vous avez aussi sur RPV-ATC. Donc à la limite, je vais vous dire, vous n'avez même pas besoin de notre envoi papier. Voilà. Sur Infogreffe aussi, on peut accéder. Oui, mais la grosse, si vous avez besoin de la formule exécutoire, vous l'avez dans RPV-ATC et dans Tribunal Digital. Voilà. C'est surtout des convocations. Alors, les convocations, maître, c'est pareil, vous l'avez dans le Tribunal Digital, j'ai envie de vous dire. Vous savez, la Poste, on a beaucoup de difficultés aussi. Donc, vous avez aussi sur le Tribunal Digital toutes les convocations dans tous les dossiers. Voilà. Pas d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Non, c'est l'instant. Les contacts, si vous avez des problématiques, des questions à poser, des propositions de formation à organiser, vous pouvez échanger par mail. Les mails seront envoyés, les slides seront On va envoyés. envoyer les slides, je vais les mettre là dans le Teams. Voilà. Monsieur le Président, mais vous voulez sa parole? Vous vivez vos derniers jours. Dernier jour dans la fonction, Encore. seulement. On lui souhaite encore longue vie. Encore 6 semaines. Voilà, mais ça va venir vite. D'abord, je remercie le barreau des Hauts-de-Seine d'avoir organisé cette réunion. On espère avoir répondu en tout cas aux questions les plus urgentes ou les plus courantes que vous vous posez aujourd'hui. Sachez qu'effectivement, on reste à votre disposition s'il y avait d'autres questions sur d'autres sujets. Et en tout cas, l'excellente collaboration que nous avons doit nous permettre d'avancer et de résoudre tout problème de fonctionnement qu'on pourrait identifier ensemble. Très bien. Écoutez, au nom de ma bâtonnière et de mon vice-bâtonnier qui ne sont pas là, l'un sur une perquisition, l'autre dans une audience, donc ils sont les mains dans le cambouis, donc ils regrettent vivement de n'être pas là. Nous vous adressons tous nos remerciements. Souhaitons bonne chance à Madame la vice-présidente qui prendra les rênes du tribunal de commerce. Et puis nous continuerons nos formations pour approfondir ces sujets, évoquer les difficultés. En effet, il faut que les mandataires se mettent au RPVA, la dématérialisation. Même le CNB l'a préconisé, donc tout va bien, on va dans un bon sens. C'est la vie d'aujourd'hui. C'est plus le papier, c'est la dématérialisation. Voilà. Merci à tous. On avait 35 participants à distance. Merci de votre participation. Et nous allons pouvoir clore ce passionnant webinaire.